Malgré les progrès technologiques, il existe encore des régions du monde que nous n'avons pas explorées. Et dans la nature sauvage, des mystères attendent d'être découverts. Des créatures mystérieuses cachées dans les bois, aux cités anciennes perdues dans la forêt amazonienne, préparez-vous à vous aventurer dans la nature sauvage et explorer des découvertes mystérieuses qui vous surprendront ou vous empêcheront de dormir. Lac Anjikuni. Le hockey, le sirop d'érable, les bonnes manières et la poutine, je suis profondément attaché au Canada. Lorsque l'on est occupé à savourer des frites et de la sauce, il est facile d'oublier qu'une grande partie du Canada est ci-dessous. Des kilomètres et des kilomètres de nature sauvage gelée et hostile. Lorsque l'on est seul dans la toundra, il est facile de perdre un peu la raison. Et en 1930, un homme appelé Joe Labelle est tombé sur quelque chose qui lui a fait croire qu'il perdait la tête. Joe était un trappeur, engagé pour explorer la nature sauvage, collecter des peaux d'animaux et ne laisser pousser une barbe impressionnante. Joe était en train de poser des pièges autour du lac Anjikuni dans le Nunavut, le territoire le plus septentrional du Canada. Le Nunavut est le plus grand territoire du Canada, mais c'est aussi le moins peuplé, avec seulement 39 000 personnes vivant dans ce climat rude et hostile. Alors qu'il était à la recherche de peaux, Joe est tombé sur un petit campement inuit au bord de l'eau. Les feux de camp couvaient encore et des marmites de ragoût étaient posées sur les flammes. Il semblait que c'était l'heure du dîner au campement d'Anjikuni. Mais lorsque Joe a fouillé le campement, il n'y avait personne. Il a trouvé des tentes vides, des bols de nourriture à moitié mangés et une chemise inachevée, avec des aiguilles encore plantées dans le tissu. Les feux et la nourriture indiquaient que les villageois étaient encore là récemment, mais il n'y avait aucune empreinte de pas dans la neige à la sortie du campement. Ils avaient tous disparu. Alors que Joe continuait à explorer les lieux, il découvrit avec stupéfaction que toutes les tombes du campement avaient été ouvertes et vidées, les pierres tombales soigneusement empilées à côté des tombes. Il était évident que quelque chose de très sinistre s'était produit au lac Anjikuni. Horrifié, Joe s'est enfui à travers la nature sauvage, marchant sur la glace et la neige pour atteindre la civilisation la plus proche. Il persuada la police locale de partir à la recherche des villageois, mais ils ne furent jamais retrouvés, leur sort restant un mystère encore à ce jour. Est-il possible que les villageois soient partis de leur plein gré, leur empreinte ayant simplement été recouverte par la neige? Mais dans ce cas, la neige aurait certainement éteint les feux de camp. Et qu'en est-il des tombes alors? Avec tant de questions sans réponse, on peut certainement pardonner à Joe Labelle de ne pas avoir souhaité rester plus longtemps à Anjikuni, seul dans la nature sauvage. Mysteries. Si vous vous retrouvez un jour au milieu de la forêt tordue en Pologne, vous comprendrez peut-être pourquoi elle porte ce nom. Un bosquet de pins dont la base présente une courbure très inhabituelle. Personne ne sait exactement pourquoi ces arbres ont poussé ainsi, et de manière inquiétante, la plupart d'entre eux sont courbés vers le nord, comme s'ils pointaient quelque chose. Les scientifiques ont déterminé que les arbres ont été plantés dans les années 1930, et qu'ils avaient entre 7 et 10 ans lorsqu'une force mystérieuse a provoqué la courbure de leur tronc. Certaines personnes émettent l'hypothèse que la région possède un champ gravitationnel particulièrement puissant, qui tire les troncs vers le sol. Cependant, il n'existe aucune preuve scientifique à l'appui de cette théorie, et ce phénomène n'a été observé nulle part ailleurs sur Terre. D'autres pensent que les chars de la Seconde Guerre mondiale ont roulé sur les arbres alors qu'ils n'étaient encore que de jeunes pousses, les déformant. Mais ceux-ci ont continué à pousser vers le ciel. Et bien sûr, d'autres encore pensent que cette anomalie ne peut être que le résultat de l'intervention d'extraterrestres. Je comprends pas pourquoi des extraterrestres voudraient courber des arbres en Pologne, à moins qu'il ne s'agisse simplement d'un cas d'artisanat extraterrestre ou de street art, quelque chose comme ça. Il est intéressant de noter qu'il existe des cas où les humains ont courbé des arbres intentionnellement. Les tribus amérindiennes avaient l'habitude de courber des arbres au sentier pour marquer leur route et leur chemin, comme une version ancienne des panneaux au-dessus des autoroutes. Les arbres étaient courbés à leur base avant de pousser tout droit vers le soleil, ce qui leur donnait une forme caractéristique. Certains émettent donc l'hypothèse que les arbres courbés de la forêt penchée de Pologne pourraient également être le fait de l'homme. Le bois courbé était autrefois un matériau important pour la construction des navires, et la forêt tordue aurait pu être utilisée pour fournir aux constructeurs navals du bois courbé sans avoir à le plier après la récolte. Mais alors, si les arbres avaient été cultivés pour construire des bateaux, pourquoi n'ont-ils jamais été abattus? Je vous invite à partager vos théories dans les commentaires ci-dessous. Le Loyon. Bigfoot, Chupacabra, l'abominable homme des neiges, la nature sauvage est un terrain fertile pour les récits de créatures cryptiques. La nature sauvage autour d'un petit village suisse appelé Maule ne fait pas exception, puisqu'elle est depuis des années le théâtre de témoignages faisant état d'une créature cryptique connue sous le nom de Loyon.
Les témoignages locaux inquiétants décrivent cette entité comme une silhouette grande, imposante et humanoïde, parfois aperçue dans les bois, vêtue d'une combinaison, d'une cape sombre et d'un masque à gaz à l'ancienne, sans direction ni but précis. Il existe même des vidéos en ligne de personnes affirmant avoir filmé le monstre, bien que l'effet caméra amateur et le tremblement de l'image me laissent penser qu'il s'agit probablement d'un groupe d'enfants essayant de tourner leur propre film d'horreur à petit budget. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il apparaît, le Loyon porte toujours la même tenue. Même s'il a déjà été aperçu tenant un bouquet de fleurs, quelle romantique, Madame Loyon est une femme chanceuse. La police recherche le Loyon depuis des années, mais elle n'a jamais réussi à le trouver. Le monstre n'apparaît qu'aux promeneurs sans méfiance, au fond des bois. Les plus cyniques soupçonnent le Loyon d'être simplement un homme qui aime se déguiser et faire de longues promenades. Mais comme les histoires sur le Loyon sont passées de simples statues de fées à légendes, certains habitants pensent que sous cette combinaison, le monstre n'est peut-être pas humain du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Loyon est-il simplement un homme qui essaye de faire ses 10 000 pas quotidiens? Ou bien un monstre extraterrestre se cache-t-il derrière ce masque? Faites-moi part de vos théories dans les commentaires. Des extraterrestres anciens? Les peintures rupestres peuvent nous donner un aperçu fascinant de la vie de nos ancêtres. Elles représentent généralement des empreintes de mains, des animaux et des chasseurs, des sujets assez classiques pour les hommes des cavernes. Parfois, cependant, on trouve des peintures rupestres plus déroutantes, représentant des formes étranges, des animaux mutants et des figures humanoïdes. Si ces œuvres d'art préhistoriques déroutantes peuvent être le résultat de l'imagination débordante de nos ancêtres, préparez vos chapeaux en alu car certains théoriciens tout aussi imaginatifs de l'ère moderne pensent que ces peintures sont la preuve que des extraterrestres ont visité la Terre dans l'Antiquité. Les théoriciens du complot citent souvent comme exemple les représentations de Wandjina en Australie. Les Wandjina occupent une place sacrée dans la culture aborigène. Il s'agit d'esprits des nuages et de la pluie qui, dans la mythologie aborigène, ont joué un rôle déterminant dans la formation du paysage australien et de ses habitants. D'anciennes peintures représentant les Wandjina ont été découvertes autour de Kimberley, une région sauvage et isolée de la côte australienne. Selon la légende, ces puissants esprits avaient le pouvoir de foudroyer les personnes qui enfreignaient la loi, ainsi que de se transformer en nuages et de disparaître dans le ciel. Les suggestions selon lesquelles les Wandjina étaient des extraterrestres avancés, voyageant dans l'espace, ont été critiquées pour avoir sapé les croyances culturelles importantes des aborigènes. Mais les représentations des Wandjina sont étonnamment similaires à l'apparence des extraterrestres dans les médias modernes. Bien sûr, les mythes et le folklore ancien ne doivent pas toujours être pris au pied de la lettre, et les Wandjina utilisaient probablement des interprétations métaphoriques des forces naturelles, comme les orages, les coups de foudre et les inondations. Néanmoins, ces théories du complot sont alimentées par d'autres œuvres d'art rupestres découvertes partout dans le monde. Les dessins rupestres trouvés dans l'état du Chhattisgarh en Inde étaient presque identiques aux représentations modernes d'extraterrestres à tête bulbesque. Et aux États-Unis, la tête de Sinbad est parfois utilisée comme exemple d'art amérindien représentant une figure extraterrestre. Ces preuves doivent bien sûr être prises avec des pincettes, car ces œuvres d'art pourraient tout aussi bien être des représentations abstraites d'êtres humains. Après tout, même lorsque des personnes modernes, moi y compris, essayent de dessiner des êtres humains, le résultat est rarement photoréaliste. Et avant que vous ne disiez quoi que ce soit, oui, je suis clairement pas un bon dessinateur. Les couleurs impossibles. Nous avons déjà exploré certaines des découvertes surprenantes que des personnes ont faites lors de randonnées. Mais tous les mystères ne sont pas nécessairement effrayants. En 2018, un utilisateur de Reddit est allé se promener dans les bois avec sa compagne et a fait une découverte qui a illuminé leur journée. Un plan d'eau dans le marais qui semblait remplir à bord d'arc-en-ciel. Certains commentateurs ont pensé que ces couleurs pouvaient être le résultat d'une bombe de bain géante et colorée, ou d'une marée noire. Heureusement, l'explication est un peu plus naturelle. Lorsque les cônes des cyprès du marais tombent, leur huile naturelle s'accumule à la surface de l'eau, réfractant la lumière qui est ensuite réfléchie vers l'œil par l'eau en dessous, modifiant la longueur d'onde de la lumière pour créer le spectacle multicolore que vous voyez. Il est tout à fait possible de se baigner dans ces eaux arc-en-ciel, mais je ne prendrai pas le risque. Trous dans les bois. Parfois, les mystères découverts dans la nature défient toute explication naturelle. C'est pourquoi les utilisateurs de Twitter se sont interrogés lorsque cette image a commencé à circuler en ligne. Les détectives d'Internet ont désespérément essayé de comprendre ce qui avait pu causer ce trou. Et un utilisateur de Twitter a déclaré de manière inquiétante « Le trou n'est pas effrayant, j'ai peur de ce qu'il a créé ». Cependant, une explication a finalement été trouvée. Le trou n'était pas un portail vers Narnia, ni l'œuvre d'un monstre passionné par la taille des haies. Il a en fait été créé par Antti Lantinen, un artiste visuel suédois qui travaille principalement avec la nature. Il s'agissait d'une partie d'un projet intitulé Broken Landscape, qui consistait à couper des segments d'arbres pour créer des scènes étranges et artificielles. Antti ne travaille toutefois pas uniquement que dans le bois. Parmi ses autres œuvres, on trouve une peinture réalisée à partir de sa propre sueur,
et une tentative de déplacer un lac entier à l'aide de 2 seaux. Ces 2 œuvres d'art ont donné des résultats similaires, des flaques d'eau et pas grand-chose d'autre. Le vagabond de la nature sauvage. La policière Hélénis Vidigal a dû voir beaucoup de choses terrifiantes lors de ses patrouilles dans la forêt amazonienne brésilienne, où elle a été affectée dans les années 2010. Cependant, la chose la plus étrange qu'elle n'ait jamais vue n'était pas un serpent venimeux ou un jaguar, mais un Canadien maigre et pieds nus qui marchait sur un chemin de terre, se dirigeant vers les profondeurs de la jungle. Lorsqu'elle s'est approchée de l'homme, elle a découvert qu'il n'avait pas de passeport et qu'il ne parlait ni portugais ni espagnol. Elle n'avait aucune idée de la façon dont il était arrivé là. Pendant ce temps, à Toronto, Stéphane Philippa menait sa vie, hanté par les pensées de son frère Anton, disparu 5 ans auparavant, en 2012. Sa disparition avait laissé Stéphane avec de nombreuses questions. Où était passé Anton? Pourquoi était-il parti? Et était-il encore en vie? Toutes ces questions ont trouvé une réponse lorsque Stéphane a reçu un appel d'un certain policier brésilien. Il s'avère qu'Anton avait parcouru plus de 600 000 miles et traversé 10 pays différents lors de son voyage en Amérique du Sud. Personne ne sait comment il a traversé les frontières sans passeport, et il a effectué une grande partie du voyage pieds nus, avec pour seul bagage les vêtements qu'il portait sur le dos. Mon profil de rencontre indique que j'apprécie les longues promenades romantiques, mais cela est tout simplement incroyable. Qu'est-ce qui a motivé cette marche? Anton souhaitait visiter la Bibliothèque nationale de Buenos Aires en Argentine, et avec des antécédents de maladie mentale, il semblait totalement obsédé par l'idée de s'y rendre à pied à tout prix. Après plusieurs années de voyage, Anton est finalement arrivé à destination, pour se voir refuser l'accès à la bibliothèque parce qu'il n'avait pas de pièce d'identité. Il a donc fait demi-tour et a entamé son long voyage du retour, au cours duquel il a finalement rencontré l'officier Vidigal, qui l'a aidé à retrouver son frère sans avoir à parcourir les 2 continents à pied. Espérons juste qu'avant de partir pour la prochaine aventure, Anton laissera un mot. Ligne mystérieuse. Vous avez déjà eu l'impression que vos yeux vous jouaient des tours? Permettez-moi de vous présenter cet endroit du Tennessee, une véritable illusion d'optique. La forêt semble avoir été retouchée avec Photoshop, avec une ligne parfaite qui traverse les arbres à perte de vue. Croyez-le ou non, cette image n'a pas été retouchée et les arbres n'ont pas été peints par notre ami Antti Laitinen. Cet endroit, connu sous le nom de Sinking Pond, est en réalité une mare printanière, un plan d'eau qui se remplit avec des précipitations de l'hiver au printemps, puis s'assèche complètement pendant l'été. Dans le Sinking Pond, les arbres sont partiellement submergés pendant la majeure partie de l'année. Lorsque les temps s'enfoncent dans le sol pendant la saison sèche, la partie inférieure des arbres gorgés d'eau est exposée, tous au même niveau. J'imagine la grenouille locale perplexe qui se réveille chaque année un matin de printemps sur le sol sec de la forêt et qui s'exclame à l'intention de sa femme « Florence, est-ce que t'as encore retiré le bouchon de la baignoire ?» Le fantôme du marais. En 1972, un groupe de soldats australiens a découvert un fantôme au fond des marais de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce fantôme n'était pas une dame victorienne en ronde blanche, ni une petite fille sortant d'un écran de télévision. Il s'agissait des restes d'un avion de la Seconde Guerre mondiale connu sous le nom de fantôme du marais. Les mitrailleuses étaient encore chargées, un thermos était rempli de café avarié et un cendrier contenait encore des mégots de cigarettes à moitié fumés. L'avion était étrangement intact, reposant simplement sur le sol du marais. Mais au départ, le sort de l'équipage était un mystère total. Cependant, à mesure que la nouvelle de l'avion se répandait, l'équipage du fantôme des marais a été retrouvé. Des journalistes ont réussi à interviewer l'ingénieur de l'avion, Clarence Lemieux, aujourd'hui âgé de 90 ans et vivant à Spokane dans l'état de Washington. Il a révélé qu'avant le crash, l'avion avait rencontré 3 ou 4 tornades. Il avait été touché à l'aile droite par des avions de combat japonais et avait finalement manqué de carburant, obligeant l'équipage à amérir au milieu de la jungle. Quand on pense que je suis effrayé par un peu de turbulence. Incroyablement, tous les hommes ont survécu à l'amérissage forcé et ont marché pendant des jours dans la jungle à la recherche d'aide. Les hommes ont frôlé la mort et pendant leur périple, 2 d'entre eux ont commencé à avoir des hallucinations, affirmant qu'ils pouvaient voir un réfectoire américain à travers les arbres. Heureusement, les hommes ont finalement été secourus par une tribu locale et ont pu s'échapper de la jungle en canoë. Mais la carcasse du fantôme des marais a été laissée derrière eux, attendant d'être découverte près de 30 ans plus tard. Pris dans la glace. L'Antarctique est une terre désolée, recouverte de glace et de neige. C'est le 5e plus grand continent du monde, mais pendant les mois d'hiver, seules 1000 personnes y vivent, et pour une raison principale, il y fait tout simplement trop froid. Avec des températures pouvant atteindre les moins 90 degrés Celsius et des vents soufflant jusqu'à 320 km/h, les personnes qui vivent en Antarctique sont là pour mener des recherches scientifiques, voyager à travers le continent pour faire de nouvelles découvertes et rencontrer des bébés pingouins. Compte tenu de l'aspect désolé de l'endroit, imaginez la surprise d'un groupe de chercheurs du Cap Evans lorsqu'ils ont découvert une boîte contenant 22 photographies argentiques non développées, enfouies dans un bloc de glace solide.
Les chercheurs ont rapidement nettoyé et développé les photographies, et ce qu'ils ont découvert était étonnant. Il ne s'agissait pas d'un ours polaire prenant un selfie, mais d'une série d'images parfaitement conservées d'une expédition en Antarctique datant d'il y a plus de 100 ans. Au départ, ils ne savaient pas ce qui avait laissé ces photos ni pourquoi, mais on pense aujourd'hui qu'elles représentent l'Aurora, un navire qui a exploré l'Antarctique entre 1914 et 1917. Au cours de leur voyage, le navire principal des explorateurs a coulé, les laissant bloqués sur la glace en pleine tempête de neige. Ces aventuriers ont alors été contraints de pagayer dans des canots de sauvetage pendant 1150 km sur un océan déchaîné pour atteindre la sécurité de l'île la plus proche, la Géorgie du Sud. Miraculeusement, leur entreprise a été couronnée de succès, mais leurs photos de vacances ont été perdues jusqu'en 2013. Ouais, je sais pas pour vous, mais je pense que je vais renoncer à des vacances en Antarctique cette année. Les bois bleus. Lorsqu'on pense à des troncs d'arbres, on imagine généralement quelque chose de brun ou éventuellement de blanc. Des arbres d'un bleu vif peuvent sembler provenir d'une autre planète, mais des individus ont découvert ces plantes d'apparence inhabituelle dans des régions sauvages à travers le monde et ont partagé leurs observations en ligne. Parmi les exemples partagés, on trouve des arbres aux troncs striés de bleu et des branches remplies d'une substance bleue. Cette curieuse coloration a laissé les gens perplexes, mais le mystère a été résolu lorsque les mycologues sont revenus à la rescousse. La mycologie est l'étude des champignons et il s'avère que les branches bleues sont le résultat d'un champignon appelé Terrana caerula, également connu sous le nom de croûte de cobalt ou velours bleu. Cela semble délicieux, bien que les branches puissent ressembler à des bonbons, elles n'ont pas le goût de framboise bleue. Mais le champignon n'est pas particulièrement nocif pour les arbres, avec plus de 100 espèces capables de rendre les bois un peu bleus. Terrana caerula et moi avons quelque chose en commun. Je ne peux pas rendre un arbre bleu, mais je suis moi aussi un individu amusant. Ok, désolé pour la vanne. Les habitants de la forêt. À ceux d'entre vous qui n'ont pas éteint la vidéo après cette dernière vanne de merde, lorsque vous partez en randonnée seul, il n'y a rien de pire que de réaliser que vous êtes plus seul. Une ombre au loin, une silhouette qui vous observe à travers les arbres, tout ça est effrayant. Cependant, dans un nombre surprenant de cas, ces silhouettes humanoïdes à la périphérie de votre champ de vision peuvent s'avérer être contre toute attente des statues, comme l'ont prouvé d'innombrables publications partagées en ligne. Un utilisateur de Reddit par exemple a trouvé cette étrange boîte dans les bois, supposant que l'objet s'était écrasé depuis l'espace, bien que la porte sur le côté suggère une fonction plus terrestre, quoique complexe, de cachette secrète dans la forêt. Un autre internaute a découvert cette magnifique arche en bois, probablement construite en courbant et en restreignant de manière complexe la croissance des arbres, et a plaisanté à juste titre en disant qu'elle ressemblait à un portail vers une autre dimension. Il est parfois difficile de déterminer si les découvertes faites dans la forêt sont d'origine humaine ou non. Un utilisateur de Reddit a eu le cœur qui s'est serré lorsqu'il a découvert ce monstre dans les bois lors d'une randonnée. Les internautes se sont creusé la tête pour essayer de déterminer s'il s'agissait d'un arbre naturel, d'une œuvre d'art ou d'un véritable démon des bois. L'une des installations forestières les plus effrayantes est celle des sculptures en miroir de Rob Mulholland, disséminées dans toute la nature sauvage écossaise. Les statues reflètent les bois qui les entourent complètement camouflés, jusqu'à ce que l'on s'en approche. Ouais, terrifiant. Ces figures fantomatiques ont pour but d'explorer la relation entre l'humanité et la nature. Mais si j'en croisais une, je me contenterais probablement d'explorer la vitesse à laquelle je pourrais m'enfuir. Cependant, je préférais inviter les personnes miroirs à dîner plutôt que de me perdre dans le sentier à Atlanta, où des personnes ont trouvé d'étranges hybrides entre des poupées et de la technologie. Voilà donc ce que fait Sid de Toy Story ces jours-ci. Mais il existe encore d'autres humanoïdes forestiers à travers le monde. Ces sculptures en bois envoûtantes de Nagato Iwasaki sont disséminées dans les bois partout au Japon. Et si vous vous rendez dans la forêt du parc de Shore en Belgique, vous vous retrouverez transporté dans un conte de fées, soudainement entouré de sculptures en bois représentant des trolls et des géants. Il s'avère que ces statues mystérieuses sont l'œuvre de Thomas Dambo, un artiste qui crée des œuvres d'art à partir de bois recyclés et d'autres matériaux mis au rebut. Dambo a créé ces sculptures pour encourager les gens à explorer la nature. Il est aujourd'hui l'un des artistes du recyclage les plus en vue au monde et reçoit des commandes pour construire d'autres trolls en bois partout à travers la planète, prouvant ainsi que les déchets d'un homme sont le trésor d'un autre. La cité perdue du dieu singe. Du Machu Picchu à Teotihuacan au Mexique, la découverte des cités antiques peut nous apprendre beaucoup sur les civilisations qui nous ont précédés. Elles abritent des légendes fascinantes, des temples abandonnés et de magnifiques artefacts comme ce masque sculpté de manière complexe dans le lac Serpentine à l'intérieur de la pyramide de Teotihuacan, utilisé dans des rituels mystérieux aujourd'hui oubliés. Au cœur de la jungle hondurienne, cependant, existe une légende selon laquelle une cité perdue était si riche que ses habitants mangeaient dans des assiettes en or. Cette civilisation est connue sous le nom de Ciudad Blanca, la cité blanche ou la cité du dieu singe. Des récits sur cette cité circulent depuis les années 1500,
et plusieurs explorateurs se sont lancés à la recherche de ces ruines. Certains sont revenus avec des sacs remplis de trésors, tandis que d'autres ne sont jamais revenus. En 2015, un groupe d'aventuriers s'est enfoncé dans la forêt tropicale, affrontant une région connue pour ses serpents mortels, ses jaguars et ses cartels de la drogue violents. Contre toute attente, ces aventuriers ont découvert une ville dans la jungle, dont les ruines antiques avaient été envahies par la végétation. Ils ont trouvé des pyramides, des temples et des sculptures, les œuvres d'art représentant des jaguars, d'anciens villageois et, comme le nom de la ville l'indique, des singes. Personne ne sait pourquoi la ville a été abandonnée, mais une légende locale raconte que les villageois ont fui après avoir été frappés par une maladie provoquée par le dieu singe. On pensait qu'il s'agissait d'un mythe, mais les explorateurs ont rapidement commencé à se sentir mal pendant leur expédition. Ils ont découvert qu'ils avaient contracté un parasite mangeur de chair appelé leishmaniose et ont été contraints de fuir la ville antique pour se faire soigner. Les explorateurs ont depuis exprimé leur désir de retourner dans la ville et d'en percer le mystère, mais ils ne sont pas encore revenus. Cependant, la maladie qu'ils ont contractée pourrait fournir une explication scientifique à l'abandon de la ville, si les parasites transportés par certaines espèces de mouches étaient présents à l'époque où la ville a été abandonnée bien sûr. Pour l'instant cependant, la ville dans la jungle reste entourée de mystères. L'île des horreurs. On va maintenant aborder l'une des histoires criminelles réelles les plus étranges de tous les temps. Un mystère mettant en scène une île isolée, un criminel violent et une petite colonie de wallabies. Le lieu ? Loch Lomond en Écosse. Je vous avais prévenu que ça allait être étrange. Dans les années 1940, les 86 acres de l'île isolée d'Ishkonachan dans le Loch Lomond appartenaient à la comtesse d'Arran, une excentrique qui était autrefois connue comme la grand-mère la plus rapide sur l'eau, en raison de son amour pour les bateaux à moteur rapide. Cette comtesse excentrique aimait également les animaux exotiques et a peuplé Imkonachan de wallabies après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, environ 60 wallabies vivent sur l'île, et les explorateurs affluent vers ses côtes pour prendre des photos de cette faune australienne déplacée. Cependant, tous ces visiteurs n'ont pas de bonnes intentions. Cela est devenu évident en 2017 lorsqu'un mystère vraiment étrange et quelque peu inquiétant a jeté une ombre sur l'île. Des visiteurs sont arrivés sur les côtes d'Inkonachan et ont découvert un grand nombre de wallabies avaient été tués, leurs corps jonchant l'île. Le tueur a dû venir pendant la nuit commettre son crime et disparaître, son identité restant un mystère. Si le cerveau de ce crime reste inconnu, le mobile est clair. Les wallabies sont techniquement une espèce envahissante, leur arrivée ayant modifié l'écosystème et privé de nourriture les oiseaux capercidadis indigènes, dont le nombre a chuté à un niveau dangereux. Cela a provoqué la colère de certains habitants qui ont demandé au gouvernement d'abattre les wallabies afin de protéger l'écosystème de l'île. Cependant, aucune mesure significative n'ayant été prise à ce jour, il semble qu'un justicier hostile aux wallabies ait décidé de faire justice soi-même. Mais au-delà du mystérieux coupable, envahissant ou non, qui voudrait abattre ces petites bouilles ? Ces découvertes mystérieuses vous ont-elles donné envie de partir à l'aventure dans la nature sauvage ? Ou est-ce que vous préférez rester à l'écart des dangers qui guettent dans la nature ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.